Quand les gens vivent ensemble depuis longtemps, il leur semble qu'ils se connaissent si bien que du coup, ils n'ont plus besoin de contrôler leurs paroles. Mais vous et moi, qui sommes dans ce genre de relation, on sait très bien que ce n'est pas le cas. D'accord ? La plupart des disputes familiales surviennent uniquement parce que les partenaires ne savent pas comment communiquer correctement. Et je crois profondément qu'au moins toute la moitié de toutes les disputes, notamment les disputes conjugales, se produisent parce que les partenaires ne savent tout simplement pas comment parler. Et ça, c'est très important. Et alors, c'est ma vision des choses, mais au fil du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que les couples commencent à communiquer selon des schémas. Et les mêmes mots reçoivent les mêmes réactions. La plainte est habituellement suivie de colère. En réponse à ça, la voix s'élève et on ne sait plus qui a commencé au final. Et vous allez voir que de tels schémas de comportement sont difficiles à éradiquer parce que nous ne remarquons pas nous-mêmes comment nous tombons encore et encore dans ces pièges. D'accord ? Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous offrir un petit cadeau, c'était notamment 10 exemples d'erreurs de communication qui mènent inévitablement ou à des querelles ou à des ressentiments. À vous de faire le tri dans tout ça. D'abord, la première chose à laquelle il faut faire très attention, c'est tourner en rond. Les partenaires commencent à s'accrocher les uns aux autres et à soulever des objections. Par exemple, lui va dire est-ce que ton ex, il t'a écrit ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Je te l'ai dit l'autre jour. Non, tu ne me l'as pas dit. J'ai découvert uniquement parce que tu l'as partagé avec un tel et elle me l'a dit. Mais si je te l'avais dit juste avant que nous allions voir ce film, tu te rappelles pas ? Enfin bref. Chaque partenaire peut arrêter cette tournure en rond. Okay ? Si l'un dit ok, tu ne m'as jamais dit que ton ex t'avait écrit, l'autre peut répondre je pensais que je l'avais fait. Sinon j'allais certainement le faire. Ça veut dire que si l'un admet qu'il pouvait oublier par exemple, le deuxième très probablement acceptera également que quelque chose de similaire peut lui arriver. D'accord ? Donc quand une conversation tourne en rond, ça va exploser un jour ou l'autre. Deuxième chose, le mode attaque et défense. L'attaque n'est rien de plus qu'un moyen d'exprimer la colère ou un ressentiment. En fait, c'est un défi qui est immédiatement suivi d'une réaction défensive. Habituellement, tout commence par la question « Pourquoi tu... blablabla » D'accord ? Par exemple, « Pourquoi tu l'as dit à Macha et pas à moi ?» Ok ? Et la réponse, ça peut être tout aussi agressif. D'accord ? Donc, comment contourner ce piège ? Ne vous défendez pas. Alors, je sais que c'est peut-être contraire à la logique, mais réfléchissez. Que s'est-il réellement passé ? Votre partenaire, qu'est-ce qu'il voulait ? Est-ce qu'il voulait vraiment vous faire du mal ? Donc, essayez de comprendre quelle émotion se cache derrière l'attaque. À la phrase « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» vous pouvez répondre « Je pense que tu es en colère. » Très probablement, en fait, le partenaire répondra « Bien sûr, je suis en colère. » Alors, excusez-vous. Ok ? Parce que si vous avez vous-même tendance à attaquer, essayez de ne pas inciter votre partenaire à vous attaquer en retour. Utilisez la logique qu'on appelle la logique d'hypothèse. Alors, j'imagine que tu ne voulais probablement pas faire cela, mais tu m'as quand même interrompu. Okay ? Vous allez voir que ça adoucira toutes sortes de réclamations. Troisième point, la fusillade. Okay ? Pendant ces moments, personne n'écoute personne. Ne permet à l'autre absolument pas de terminer une phrase. On va l'interrompre en plein milieu. Et pour, entre guillemets, baisser le degré, vous devez arrêter ou passer un moment séparé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ok. Alors, pour que ça marche, soyez d'accord sur plusieurs choses. D'abord, vous ne blâmerez pas l'autre de l'avoir calmé et ne le traiterez pas de mou. Ok ? La réponse à la proposition de se calmer et de redevenir à une conversation normale, okay, un petit peu plus tard, ça doit consister ça doit être quelque chose de simple. Par exemple, d'accord, si tu veux bien, on va se poser et on va parler de ça un peu plus tard. Okay ? Vous pourrez toujours revenir à la conversation plus tard et vous pourrez toujours la terminer. Mais quand ça tiraille des deux côtés, ok, ça peut pas bien se passer. Ok ? Si vous savez
où sont cachés, entre guillemets, vos boutons de panique, parlez-en à votre partenaire. Lorsque votre partenaire insiste pour poursuivre la conversation, vous pouvez dire, tu sais, quand je suis nerveux, je ne peux pas t'entendre. D'accord? Donc, il y a de grandes chances que le partenaire puisse vous comprendre. Il va arrêter de tout prendre personnellement et puis il va garder son sang-froid. Et puis vous aussi. Donc quand vous voyez que ça tire à tout va, dans les deux sens, ça ne sert à rien. C'est stérile et pire, ça va faire qu'augmenter dans la pression émotionnelle. Quatrième point alors celui-là il est spécial, c'est le « et toi ». C'est une habitude d'attendre qu'un partenaire commence à se plaindre afin d'exprimer immédiatement son « et toi ». Par exemple, votre partenaire dit « J'aime pas que toi et tes amis, vous alliez au café comme ça, vous auriez dû aller au parc pour vous protéger du Covid par exemple. Ok ?» Et aussitôt vous allez dire « Et toi, t'as acheté un tas de vêtements neufs cette semaine, mais je t'ai demandé de réduire les coûts, les dépenses, d'acheter uniquement l'essentiel. Et toi ?» C'est une tentative ratée d'éviter une conversation désagréable. C'est-à-dire que si votre partenaire fait ça, répondez « Très bien. Très bien. » Ça doit également être discuté, mais chaque chose en son temps. On parlera des dépenses un tout petit peu plus tard. Nous déciderons d'abord quoi faire de ce que je n'aime pas, et puis on passera à ce qui t'inquiète. Tu veux bien? Et ça là, c'est vraiment un acte de communication non violente qui marche très 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 bien. Naturellement, cinquième point, le mauvais moment. Si votre partenaire fait quelque chose qui vous fait chier, vraiment, ok, vous ne devriez pas le signaler tout de suite. Puisque vous êtes en colère, tout peut aboutir à un scandale. D'accord? Attendez que votre tempête émotionnelle se calme. Ça ne signifie pas que vous devriez vous faire marcher dessus, hein, pas du tout. C'est même le contraire. En discutant d'un sujet sensible dans un état de calme, vous montrez à votre partenaire que vous êtes capable de vous défendre, mais en même temps, ne dites pas quelque chose que vous ne regretterez, que vous allez regretter plus tard. Vous voyez ce que je dis ou pas? D'accord? Donc c'est très important. Sixième point, c'est ça, ne pas remarquer les bonnes choses. De nombreuses personnes sont extrêmement éloquentes lorsqu'elles sont offensées, lorsqu'elles sont en colère ou lorsqu'elles ne sont pas écoutées, d'accord? Ou que leurs demandes ne sont pas écoutées. Mais ces mêmes personnes ont du mal à s'exprimer lorsque leur partenaire mérite de la gratitude, de la reconnaissance ou de l'admiration. Vous allez voir que la majorité des gens ont une conviction en tête, puisqu'il fait tout comme il le faut, ok? Alors c'est pas nécessaire de le complimenter. Ou alors les personnes vont vous dire « Non mais quand tu fais les choses bien, c'est normal ». Par contre, si quelque chose ne va pas, c'est sûr que ces gens ne resteront pas silencieux, ça c'est certain. Et d'ailleurs, cette approche, elle est extrêmement fréquente également dans les cultures d'entreprise. Maintenant, si une personne elle est critiquée tout le temps, elle commence à douter d'elle-même. Elle pense, peu importe que je fasse les choses bien ou pas, ça plaît jamais, d'accord? C'est un peu comme le disait Mary Poppins, une cuillerée de sucre permet d'avaler plus facilement les médicaments amers, d'accord? Donc, moi je vous recommande que toute remarque et tout reproche soient accompagnés de 2 ou 3 commentaires qui vont être positifs, qui vont être inspirants. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien organisés. Par exemple, si vous avez demandé à votre partenaire de changer de comportement et qu'il vous a écouté, c'est important de dire que vous l'avez remarqué et que vous appréciez ses efforts. Okay? Soulignez ça. Parfois, les clients affirment qu'utiliser le renforcement positif revient à traiter votre partenaire comme vous savez, un chien de Pavlov, d'accord? Alors moi je réponds, peut-être. Maintenant demandez-vous pourquoi vous traitez mieux votre chien que votre partenaire. Et ça c'est très important, d'accord? Donc si votre partenaire se comporte, peu importe d'ailleurs comment il se comporte, mais qui se comporte d'une manière qui vous fait vous sentir comme quelqu'un de pas bien, faites-lui clairement comprendre que vous avez besoin aussi d'une approbation, au moins de temps en temps, quoi. La même chose peut être faite pour lui. Réjouissez-vous à voix haute quand il est de bonne humeur aujourd'hui. Essayez de ne pas être offensé par les critiques. Et ça, là, ça va faire du bien à la relation. Septième point, mon partenaire est un télépathe. Pourquoi je dis ça? Si vous êtes contrarié par quelque chose, expliquez de quoi il s'agit. On est d'accord qu'il est injuste et même ridicule de s'attendre à ce que votre partenaire devine ce qui vous a bouleversé. Donc, dites-le clairement. Les choses
plus elles sont exprimées, et mieux elles sont comprises. D'accord? Donc arrêtez de jouer aux devinettes ou de penser que votre partenaire, il aurait dû comprendre que non, exprimer les choses. Oui, non, mais si tu m'aimais, tu saurais. Ben non, parce qu'on a plein de choses en tête, parce qu'on n'est pas toujours focus, parce qu'on a aussi notre propre monde émotionnel et qu'il est difficile parfois de s'en extraire. 8e erreur, justement, attraper les erreurs. Si nous ne sommes pas satisfaits de quelque chose, il est logique d'expliquer pourquoi. Pendant ce temps, il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est pas nécessaire et ils perdent littéralement leur sang-froid lorsque leur partenaire se trompe sur quelque chose. Si vous vous reconnaissez là-dedans, demandez-vous pourquoi vous avez décidé que vous-même, vous êtes parfait. Et quel est l'intérêt de critiquer les erreurs si la personne ne comprend pas vraiment ce qu'on attend de lui? Ça ne peut pas fonctionner, avec les adultes comme avec les enfants d'ailleurs. D'accord? Réflexion. 9e point, accumuler l'ennui. Ça aussi, c'est mortifère. Mortifère garanti pour les relations. Donc imaginez que le partenaire se comporte à nouveau outrageusement et vous vous taisez. Vous attendez. Il continue de vous faire du mal, encore et encore. Finalement, un jour, vous explosez. Et au lieu de lui lancer une vague de reproches, 6 mois après qu'il vous ait saoulé pour la première fois, vous exprimez votre insatisfaction immédiatement. Et au moins la 2e fois, juste après. Ça veut dire que vous n'aurez tout simplement pas le temps de déborder d'ennuis accumulés, de reproches accumulés. Et votre partenaire, il saura exactement de quoi il était coupable. Mais vous savez, ce qu'on appelle en analyse transactionnelle la collection de timbres. Je dis rien, je dis rien, je dis rien, je dis rien, un jour, boum, je sors le bloc. Et donc la personne, en fait, elle va considérer que votre réaction, elle est disproportionnée par rapport à ce qu'elle a fait. Elle n'envisage pas que vous avez accumulé pendant des années. D'accord? Donc ça, c'est très important que dès qu'une personne fait quelque chose qui ne vous convient pas, dites-le lui immédiatement. Et puis enfin, 10e point, tournez autour du pot. Vous allez voir que ces dialogues sont le plus souvent accompagnés de l'expression « si seulement ». Par exemple, que tu dirais-tu au gars du travail qui te collait, s'il tombait vraiment amoureux de toi? Si seulement. Alors vous allez voir que avec le si, on dit qu'on mettrait Paris en bouteille, mais de telles hypothèses signifient souvent qu'une personne n'ose pas aborder un sujet douloureux. Et il vaut mieux choisir le chemin le plus court et demander directement ce qui vous inquiète ou ce qui vous fait peur. Et vous allez voir que si vous êtes au clair avec le fait ou cette capacité d'éviter ces 10 points qui sont, attention, récurrents dans la plupart des couples, au moins quelques-uns. Je suis sûr que vous êtes reconnu au moins sur 1, 2, 3, peut-être même un peu plus. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi le point qui vous a le plus interpellé et sur lequel vous engagez de porter une attention intelligente pour la modifier. Tout simplement, faire attention. Ça marche? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.